Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour Christelle. Alors quel bonheur de pouvoir reprononcer ces mots. La dernière fois où je les ai prononcés, Michel Drucker avait encore des dents de lait. Et nous, on n'avait pas encore de masque. On espère d'ailleurs que ça ne gênera pas votre écoute. Mais on va causer dans le micro masqué pour ne pas se goutteletter dessus les uns les autres. La dernière fois sans masque, c'était le 10 mars, c'était le tournoi Destination. On était retombé en amour du 15 de France et on lisait les derniers papiers de Pierre-Michel Bonneau, le néo-retraité qu'on embrasse du coude. Ce 10 mars, le match contre l'Irlande venait d'être reporté pour cause de pangolins contagieux. Le top 14 en était à cette 17e journée. Il n'y en aurait pas de 18e et la saison 2019-2020 n'aurait pas de champion. La journée de top 14 qu'on a vécue ce week-end était donc la première depuis le 29 février. Alors on l'a dégustée à sa juste valeur. Et en parlant de valeur, laquelle a-t-elle démontré ? C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui en se penchant sur le jeu produit ce week-end. Après une préparation bizarre avec de nouvelles règles, qu'est-ce qu'il donne ce jeu ? Ça donne quoi concrètement sur le terrain ? On va demander ça aux journalistes de la rubrique rugby de l'équipe que je suis tout émue de retrouver. Aujourd'hui Clément Dessin, salut Clem. Salut Cricri. Aurélien Bouissé, salut Aurélien. Hello. Et Thomas Perotto, welcome back Thomas. Salut Christelle. Eh bien vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Avant de s'occuper du cas du jeu, Thomas, Aurélien, vous avez retrouvé les tribunes de presse ce week-end, l'un à La Rochelle, l'autre à Clermont. C'était comment cette reprise Aurélien, tu as retrouvé le Michelin comme tu l'avais laissé ou c'était un peu bizarre ? C'est toujours un peu chelou quand même l'atmosphère, mais finalement Clermont s'en tire bien parce ils ont pu accueillir 10 000 personnes au stade, presque 50%. Et ils ont bien habillé les tribunes, donc les sièges bleus vides, inoccupés, on les voyait pas, ils les avaient masqués sous un décor jaune, donc ça sonnait pas creux, c'était plutôt agréable, il y avait une bonne ambiance. Après, faut suivre des flèches bleues, faut s'arrêter à des stops rouges, faut passer à gauche, faut parfois passer à droite. Bon, c'est plus compliqué de travailler ? C'est très compliqué. Non, c'est un peu plus relou, parce que l'accès aux joueurs et aux entraîneurs est compliqué. On peut pas les voir autant qu'avant, leur poser les questions aussi facilement qu'avant. Donc pour rendre journalistiquement les matchs, c'est moins agréable, mais bon, on va s'y faire. Eux-mêmes le disent. Franck Azema, il nous disait que ces conférences de presse à distance, avec un micro qui a sa petite charlotte de protection, au cas où, on sait jamais, il serait malade lui-même. C'est un peu relou, mais ça lui plaisait pas. Ça manque de chaleur humaine quand même. Très beau masque, clairement. Il y en a des bleus et des jaunes, ouais, c'est ça ? Très joli. J'ai pas encore été corrompu, j'attends le mien. Thomas, toi, à La Rochelle, tu as pu travailler plutôt normalement ? Honnêtement, pendant le match, ça va, parce qu'on avait à peu près tout à disposition et le fléchage était bien réglé. C'est plus après le match, encore une fois, la conférence de presse, où là, le pupitre était à genre 5-6 mètres de nous. On avait 1 mètre entre chaque journaliste. Il fallait qu'on aille poser le micro avant le début de la conf et le récupérer en gros 3/4 d'heure après, une fois que tout le monde avait fini de parler, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'était pas très sympa, il n'y avait pas de chaleur humaine comme disait Aurélien. Clément, toi, tu gérais un journal un peu explosif entre la victoire de Gasly, la disqualification de Djoko. Tu as pu quand même avoir des cœurs dans les yeux un peu avec ce top 14 ou... Des cœurs dans les yeux, ce serait un petit peu exagéré. Il y avait quand même un petit peu d'envie, effectivement, à l'approche du week-end, et on était content de revoir du rugby en vrai à la télé. Il y avait eu des petits ersatz, des beaux ersatz avec le Super Rugby quand même ces derniers mois. On avait vu quelques jolis matchs, mais bon, notre bon vieux top 14 nous manquait un petit peu. C'est vrai que vu l'actu sportive du dimanche, on a eu du mal à se concentrer exclusivement sur le top 14. Mais il y a eu des choses sympas, d'autres moins sympas, on en parlera après, mais c'est vrai que le Clermont-Toulouse d'hier soir était une belle conclusion. Même le Brive Bayonne qui a précédé avait l'air sympa, donc c'était une belle conclusion de cette première journée de top 14. Et le simple fait que cette première journée de top 14 ait eu lieu, certes incomplète puisque Stade Français Bordeaux a été reporté, mais rien que ça est en soi déjà une performance. On va s'intéresser plus concrètement au jeu dans le premier thème.
Clément, tu as eu une vision un peu globale, toi, de la journée. C'était une journée de reprise, somme toute, traditionnelle, avec les approximations qui vont avec, ou est-ce que, avec les conditions particulières de l'intersaison, c'était un peu pire que d'habitude? C'est vrai que c'était l'immense interrogation, comment les corps allaient répondre à la fois à 6 mois sans compétition, alors ce qui est toujours extrêmement bénéfique pour se régénérer. Tous les joueurs l'ont dit, c'est des pauses qu'ils n'ont évidemment jamais connues dans leur carrière. Je pense notamment à Guirado qui nous disait voilà, pour ce genre de joueurs en fin de carrière, c'est un bien immense. Ça va peut-être leur faire gagner, qui sait, 1 saison ou 2 saisons de plus, on verra. Donc ça, c'était une grosse interrogation de savoir comment les corps allaient répondre. Doublé de ça, le fait que pas mal d'équipes n'ont pas pu disputer tout leur programme d'avant-saison comme elles l'auraient voulu. Il y a des équipes qui ont disputé peu, voire pas de matchs amicaux, donc ce qui renforce encore les interrogations sur le début de saison. Et force est de constater quand même que globalement, si on met un peu de côté le Clermont-Toulouse d'hier soir, globalement, ça n'a pas été la fête du jeu ce week-end sur les terrains de top 14. Je donnerai peut-être quelques chiffres après, mais il y a une impression de moyennasse, de gros brouillons. En fait, il y a une impression de matchs amicaux, un petit peu, sur ce début de saison, bien plus forte que ce qu'on ressent lors des premières journées des saisons normales, on va dire. C'est des matchs de réglage quand même, parce que déjà dans leur plan de jeu, beaucoup d'équipes ne sont pas encore au point. Et puis physiquement aussi, je pense que paradoxalement, elles n'ont pas le rythme de la compétition. Même s'ils sont reposés, nous on était placés juste devant le staff de Toulouse hier, et en milieu de deuxième mi-temps, ils disaient à voix haute qu'ils n'avaient plus rien dans le réservoir, que ce soit les Clermontois ou les Toulousains, ça a joué à l'énergie, mais physiquement, il manquait quelque chose, quoi. Donc c'est aussi peut-être pourquoi il y a eu des baisses de régime, souvent dans des deuxièmes mi-temps, des équipes qui disparaissent un peu. Il va falloir un peu de temps peut-être pour que les équipes puissent être homogènes de ce côté-là. Ouais, puis tu parlais de réglage, notamment Toulon l'année passée, lors de la première journée, ils étaient allés s'imposer à Agen. Et pour le coup, ça jouait déjà plutôt bien, il y avait du mouvement, on sentait qu'ils avaient beaucoup répété. Là, par contre, à La Rochelle, c'était pas le néant, mais ça a été très compliqué de se faire 3 passes de suite, les joueurs qui étaient jamais placés aux bons endroits, il y a eu beaucoup d'incompréhension dans l'alignement. Enfin, ouais, on sent que c'est vraiment du balbutiement de rugby, alors que c'est la première journée et que chaque point va déjà compter quand même assez pour la fin de saison, quoi. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est à la décharge de toutes ces équipes, c'est que la préparation a été extrêmement perturbée et que quasiment tous les clubs ont été touchés à un moment ou à un autre par des cas de Covid. On avait dit qu'on n'avait pas le droit de prononcer ce mot-là, mais ça y est, c'est fait. Et donc, le protocole mis en place par la Ligue implique qu'à chaque fois, on passe d'entraînement en effectif global à des entraînements en effectif réduit pour éviter une contamination massive. Donc des entraînements en petits groupes de 9. Pierre Mignoni expliquait même que lui était allé au-delà du protocole pour vraiment ne prendre aucun risque et était passé à des petits groupes de 5. Donc, c'est extrêmement compliqué, évidemment, dans ces circonstances-là, de mettre en place une stratégie collective, de même faire des répétitions à vide de lancement de jeu, etc., etc. Donc, toutes les petites scories qu'on a vues sur les placements, sur le manque d'automatisme entre les joueurs, on peut penser que ça vient de là aussi et que ça va s'estomper avec le temps au fur et à mesure des journées. Soyons positifs, espérons-le. Et donc c'est dur. Et en même temps, là, l'autre jour, je participais à une émission de radio avec Laurent Travers qui essayait quand même de positiver la situation et qui disait que c'était malgré tout hyper intéressant aussi tous ces petits travails en atelier pour régler plein de petites choses très fines. Je sais pas, on peut imaginer que des charnières ont pu peut-être travailler leurs automatismes davantage en tout petits groupes ou des troisième lignes leur mouvement sur le terrain. Enfin voilà, donc il y voyait aussi malgré tout un petit peu de positif. Et ce que je voulais ajouter aussi, une dernière chose, c'est que on verra si ça se confirme par la suite, mais il n'est peut-être pas anodin de voir que Pau a gagné son premier match à l'extérieur à Montpellier, Pau étant la seule équipe du top 14 à avoir fait 3 matchs de préparation. Donc elle est peut-être arrivée, et on l'a quand même senti sur ce match-là, elle est arrivée mieux préparée collectivement, avec davantage de repères, et ils ont fait chuter Montpellier à Montpellier pour la première journée, peut-être grâce à une meilleure préparation, quoi. Toi, Aurélien, t'as vu quand même on peut dire que tu as vu un beau match, ou je m'emballe un peu?
C'est le genre de match, quand on est dans les tribunes et qu'on essaye de l'analyser pour le journal, on ne sait pas trop quoi en penser, quoi, parce que c'est tellement improbable que on voit surtout les manquements, les erreurs qui ont mené à un scénario comme ça. Tu peux le rappeler un peu le scénario vite Ah fait, oui, Clermont mené de 25. Ouais, un moment 25, et puis Toulouse surtout a pris 2 rouges. Donc à 15 contre 13, on voyait pas trop ce qui pouvait arriver à Clermont. Et finalement, c'est Toulouse qui est arrivé à Clermont. Donc ils ont commencé à jouer, à se libérer. Et ils ont mis 2 essais sur ballon porté, froid, calculateur. Et puis, ils ont même repris l'avantage à 10 minutes de la fin du match, je crois un quart d'heure de la fin du match, par un essai magnifique de 100 mètres, une relance incroyable. Ramos qui sauve. Une passe entre les jambes de Ramos pour sauver une touche. Et là, il remonte le terrain, 100 mètres, 3-4 passes. Incroyable, quoi. Et donc... alors c'est super beau à voir à la télé, je pense, ou même voilà, c'est un spectacle agréable à suivre, mais ça devrait pas arriver des choses comme ça, c'est pas possible, c'est pas pour le cœur, c'est difficile, quoi. Mais en fait, moi, ça m'a rappelé un Toulouse-Clermont, je pense de 2019. Ouais. Avec un scénario un peu dingue comme 43-40, non, un truc comme ça. Un score de malade mental au stadium. Ouais. Clermont était venu avec une équipe B, était censé se faire marcher dessus. Et il y avait eu pareil des essais de dingue, des changements de score, des brutalités. Et puis on en sortait avec la même impression étrange de spectacle fantastique, mais parfois un peu aberrant, quoi. Parce que Toulouse, en première mi-temps, ils réussissaient rien, ils étaient nuls. Et Clermont, en deuxième mi-temps... il jouait sans cerveau. Non, mais surtout, tu avais l'impression qu'il réfléchissait pas, quoi. Il subissait tout, l'enjeu, le jeu adverse. Donc, c'était tellement contrasté, comme aucune équipe n'a été au même niveau, au même moment. Après, il y a quand même une constante, c'est le rythme du match qui a été quand même bien plus impressionnant que les autres rencontres, que ce soit le Pau-Montpellier, La Rochelle... Toulon de samedi, là, pour le coup, je pense que le ballon, enfin, je n'ai pas les chiffres en tête, mais... Je les ai, moi, Thomas, je vais voler à ton secours. Que le ballon a été quand même bien plus... Le temps de jeu effectif de... Ouais. Le temps de jeu effectif de La Rochelle-Toulon, 20 minutes 48 secondes. Donc c'est extrêmement faible. Bah oui. Grégory Aldrit s'interrogeait là ce matin sur le... Il avait le sentiment qu'il y avait eu 20 minutes de temps de jeu effectif. C'est plus qu'un sentiment, c'est ça, c'est la réalité. Donc on est extrêmement loin des standards internationaux. Là, n'en parlons même pas, mais même d'un match moyen 14, ouais. de top 14. Et Thomas peut le raconter en conf de presse. Visiblement, les 2 équipes, c'était ton papier de journal de dimanche, je disais qu'ils pourraient presque rejoindre un match dans la foulée, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Patrice Colazo qui a dit que ces joueurs pouvaient rentrer en courant, et Jono Gibbs et Romain Sazi ont dit que s'il fallait s'entraîner le dimanche, quelque part, il n'y avait pas trop de soucis, parce que sur le terrain, ça n'avait pas tapé fort, il n'y avait pas eu de grosse intensité, donc c'était vraiment faible intensité, quoi. Mais ils l'ont expliqué, ça, ou... Il y a eu beaucoup de fautes. Je pense qu'on en parlera un petit peu après sur l'indiscipline. Donc, sur un match à 38 pénalités, ça fait pratiquement une pénalité toutes les 2 minutes, ce qui est quand même énorme. Le rythme aussi, parce que Toulon avait joué 15... Non, c'est La Rochelle qui joue qu'un seul match de préparation contre Toulouse, je crois. Oui, 38, j'y étais. 38-0. Oui, ils avaient triché. Donc, je pense qu'il l'explique là-dessus, quoi. 6 mois sans jouer, puis tout de suite, c'est un match de top 14 avec la pression inhérente à ce genre de rencontre. C'est La Rochelle qui reçoit, Toulon, machin, le retour de Colazo. Voilà, je pense qu'il y avait plein de paramètres qui ont fait qu'il y a eu des blocages sur le terrain. Globalement, les chiffres sont, notamment du temps de jeu effectif, sont assez flippants après cette première journée. Juste pour vous donner une idée, donc l'équipe qui a le plus possédé le ballon, c'est Castres avec 15 minutes 30. Si on le rapporte à la saison dernière, ça l'aurait classé dernière de toutes les équipes du top 14 après 17 journées. Puisque l'année dernière, l'équipe qui a moins possédé le ballon, c'était Montpellier avec 15 minutes 32. Donc voilà, l'équipe qui a le plus joué, entre guillemets, cette année, aurait été l'équipe qui aurait le moins joué, entre guillemets, le jouer n'est pas le bon terme, mais moins tenu le ballon l'an dernier. Donc voilà, juste ça pour donner une idée du fait que on a peu vu le ballon en mouvement et en activité sur ces matchs-là. Donc on est très loin des mètres par minute désirés par le sélectionneur Fabien Galtier. Et c'est vrai que juste une chose, c'est une saison particulière et les clubs de top 14 vont devoir disputer, pour certains dans 10 jours maintenant, une phase finale de Coupe d'Europe.
face aux clubs anglais et celtes, ou entre eux pour ce qui concerne Clermont et le Racing. Et donc on peut quand même s'interroger sur l'état de forme dans lequel les clubs français vont arriver sur cette phase finale de Coupe d'Europe, sachant que les Anglais ont repris plus tôt et ont déjà beaucoup plus de matchs dans les jambes, que la Ligue Celte également, je crois, a repris depuis un peu plus longtemps. Finale la semaine prochaine, ouais. Donc ça, c'est une inquiétude. Et si on s'éloigne encore un peu plus dans le calendrier, on voit un peu semaine par semaine, mais on est obligé de se projeter un peu. Il y a la tournée d'automne. Et voilà, même chose, on peut se demander dans quel état, ça va venir vite, c'est fin octobre, dans quel état les internationaux français vont arriver à cette tournée, quoi. Je pense que si Clermont et Toulouse ont pu livrer un match nettement plus intense que La Rochelle et Toulon notamment, c'est vrai que ça a tapé plus fort, les joueurs le disaient, quand même, et que le ballon a vécu bien plus. C'est aussi parce que justement ils sont dans cette situation d'un match de Coupe d'Europe dans 2 semaines, capital pour chacun d'eux, puisque Toulouse reçoit l'Ulster et Clermont reçoit le Racing. Donc ils ont besoin d'être prêts à assumer des rythmes plus importants, plus vite que La Rochelle, D'ailleurs, le Racing a aussi, lui, gagné son match à Lyon. Toulon joue un quart de finale de challenge. Ouais, mais c'est moins reluisant, mais c'est quand même un objectif. Je pense que pour le club, c'est... Oui, c'est un objectif, mais peut-être qu'il sacrifie moins de choses pour cet objectif que Clermont, le Racing ou Toulouse. Toulouse, ça va être piégeux parce qu'en plus, ils prennent l'Ulster qui, sur le papier, est à leur portée, sauf qu'ils seront nettement mieux rodés et ils viennent de se qualifier pour la finale de Ligue Celte en gagnant à Édimbourg. Donc ils ont des matchs de haut niveau, des matchs coup près, ils ont déjà une demi-finale de Ligue Celte, une finale de Ligue Celte et ils seront prêts. Et Toulouse, hier aussi, dans le staff, on voyait qu'ils suivaient les résultats d'Exeter, qui marche sur le championnat anglais, qui est peut-être le favori de cette phase finale de Coupe d'Europe, parce que ils ont beaucoup de matchs dans les jambes, un effectif renouvelé aussi, et une dynamique enclenchée depuis plus longtemps, quoi. Donc c'est peut-être ça qui va être inquiétant pour les clubs français à moyen terme sur la phase finale de Coupe d'Europe. Parmi les choses qui facilitent pas la reprise, il y a les nouvelles règles. Au rugby, il y en a chaque année. Cette saison n'y échappe pas, avec notamment un arbitrage plus strict dans les rucks. Pas hyper simple forcément à comprendre en ce qui vous concerne en lisant directement les nouvelles règles. Clem, à quoi les joueurs ils vont devoir se plier cette fois ? Pour schématiser, le joueur qui viendra au contest dans un ruck, qui viendra gratter le ballon, sera beaucoup plus rapidement récompensé par l'arbitre que ce n'était le cas par le passé. Ça vise notamment à protéger ce joueur-là de tous les soutiens offensifs qui venaient lui fracasser les côtes, la nuque, voilà. Et c'est vrai que c'était souvent des postures dans lesquelles les joueurs qui étaient au grattage pouvaient être visés et parfois se blesser. On a vu des blessures assez affreuses de genoux ou d'ischio qui pètent. C'est-à-dire que désormais, voilà, dès que le contest est enclenché, si le joueur adverse lâche pas le ballon dans la seconde ou dans les 2 secondes, je sais pas exactement quels sont les observables qui ont été donnés aux arbitres, mais l'arbitre siffle. Ce qui donne l'impression, effectivement, quand on voit les premiers matchs, d'un jeu extrêmement haché, parce qu'il y a plein de mouvements offensifs qui ont été interrompus. Ils sont aussi beaucoup plus vigilants sur la provenance des soutiens offensifs, c'est-à-dire que les soutiens offensifs qui viendraient sur les côtés et non pas dans l'axe du ruck sont beaucoup plus pénalisés. Facilement pénalisés, quoi. Et donc le constat chiffré, il est sans appel sur la première journée, parce qu'on est à 17 pénalités de moyenne par équipe. C'est-à-dire qu'on a vu des matchs en moyenne à 34 pénalités. Donc c'est monstrueux. Il y a le fameux adage qui dit que voilà, au-delà de 10 pénalités, c'est trop. Donc là, on est à 17 par équipe. Quand on était l'an dernier, à moins de 11 pénalités par équipe et par match. Donc il y a vraiment clairement, sur cette première journée en tout cas, un gros souci de discipline, quasiment toute équipe confondue. Il y en a 2-3 qui s'en sortent bien. Mais Lyon et le Racing, qui ont été les équipes les plus disciplinées, ont eu que 12 pénalités sifflées contre elles. En temps normal, en phase finale ou n'importe quoi, un entraîneur dirait que 12 pénalités, c'est beaucoup trop. C'est déjà trop. On ne peut pas gagner, machin. Montpellier, 24. Montpellier qui perd à la maison contre Pau, 24 pénalités concédées, par exemple. Toulouse avait 11 pénalités à la mi-temps hier contre... Ils finissent à 18, donc voilà, c'est beaucoup trop. Ouais. Plus les 2 rouges. Et ça vient à vos avis des nouvelles règles ?
Je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Oui, Voilà, comme chaque saison. Comme chaque saison, il ouais. y a de nouvelles règles. Après, les entraîneurs les entraîneurs et les joueurs ont beaucoup échangé avec les arbitres un petit peu en amont. Après, il faut le temps que ça se mette un petit peu en place. Moi, le seul truc qui me fait peur avec ces nouvelles règles, c'est que certes, ça va être la priorité donnée au grattage, sauf qu'on est en top 14 et les mecs vont faire quoi ? Ils veulent gratter le ballon, mais en fait, c'est surtout mettre les mains pour récupérer une pénalité. C'est pas gratter des turnovers pour jouer tout de suite. Alors certes, la règle, elle devrait favoriser ça. Et peut-être qu'on peut enlever Clermont-Toulouse, qui a quand même eu quelques turnovers hier, mais notamment sur le match d'Agen, encore une fois à La Rochelle et même un petit peu Lyon, on voyait souvent les mecs venir, Bastaro, Tuisova, venir mettre les mains et attendre que l'arbitre siffle. Du coup, c'était une pénalité, soit pour aller jouer dans le camp adverse, soit pour prendre 3 points, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas fait du tout pour favoriser un turnover ou un contre de 80 mètres. Ouais, moi j'avoue que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de changements de main hier à Clermont-Toulouse. C'est pour ça que je mets de côté encore une fois ce match. Et finalement c'est agréable. On n'a pas l'habitude au rugby, mais ça crée de l'incertitude, un mouvement inattendu où les défenses sont moins bien replacées. Donc pour ça, Et on l'avait beaucoup vu sur le Super Rugby néo-zélandais aussi cet été. Ouais, et déjà, il ne faut pas qu'on s'autoflagelle trop non plus. Hein. Le top 14 a beaucoup de défauts, mais les 2 premières journées de Super Rugby, je crois, il y avait eu énormément de pénalités aussi pour les équipes néo-zélandaises. Ils avaient été surpris, comme les joueurs français le sont actuellement. Ils s'étaient adaptés assez vite, mais voilà, on avait vu la même indiscipline là-bas quand ça a repris en Nouvelle-Zélande. Et après, sur peut-être que il va falloir le temps que les équipes adaptent leur philosophie à cette possibilité-là, de ne pas attendre juste la récompense de la pénalité, d'aller chercher la touche. Mais certaines équipes ambitieuses dans le jeu, en tout cas, le mettent déjà en pratique, parce que je pense que pour la Coupe d'Europe, ce sera capital d'exploiter ces ballons-là, sans attendre une pénale touche à 40 mètres, un maul, voilà. Ça va peut-être dépendre de l'arbitre aussi, non ? Ouais, ça c'est une remarque fréquente de notamment Franck Azema. Il faut que les standards de l'arbitrage soient pour le coup, là, c'est des règles qui ont été édictées par World Rugby. Tu m'arrêtes si je me trompe, Clément, mais là, pour le coup, c'est-à-dire que c'est des règles qui vont être appliquées aussi bien en sûr. Pro 12 qu'en Top 14, qu'au niveau international, ce qui était moins le cas les autres années, où en passant... ça a toujours été les mêmes... quand tu passais du Top 14 à la Champions Cup, tu avais toujours ce petit doute, est-ce que les arbitres britanniques... La règle est la même, mais c'est sur l'interprétation qui changeait. Il y avait plus de laisser-faire dans le Top 14... sur ces points-là. Mais comme tous les ans, il va y avoir une adaptation des équipes et des joueurs. Voilà, ils savent que ils sont particulièrement scrutés sur ce point, donc ils vont y faire plus attention. Et de la même manière, il va y avoir une adaptation aussi du corps arbitral. Le corps arbitral arrive sur ces premières journées avec comme mantra la zone plaqueur-plaqué, parce que c'est la grande nouveauté. Ils en ont d'autres, c'est pas évidemment leur seule priorité. Et comme par le passé, ça a pu être parfois les règles en mêlée qui avaient évolué, on voyait un nombre de bras. Oui, ou même à un moment il y avait plein de bras cassés sur des mêlées parce qu'ils voulaient justement pas qu'il y ait des mêlées qui. Et puis au fur et à mesure de la saison, ça se régulait. Donc je pense que voilà, les uns et les autres vont s'adapter et ça va devenir moins un sujet dans les prochaines semaines. Ceci étant dit, c'est notre confrère et ami Payot, que nous saluons à Montpellier, qui me faisait remarquer, là, juste avant le podcast, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mais qu'un statisticien avait remarqué qu'il y avait quand même beaucoup plus de pénalités en top 14 sur une seule journée. Ouais. C'est encore... on peut pas tirer de conclusion hâtive sur une journée, qu'en Angleterre et en Ligue Celt, où on applique les mêmes règles. Donc peut-être que voilà, notre petit côté latin, tricheur, ou qui a du mal à se plier à la règle, ressort. Il faudra voir. Ce sera aussi un des enjeux de la Coupe d'Europe, du week-end européen, dans 10 jours. On verra comment les clubs français se plient à cette évolution. Les statistiques, je crois que c'était 204 en France et c'était 148 et 152 sur les championnats anglais. Donc à chaque fois sur la première journée et sur 6 rencontres. Donc ça fait quand même plus de 50 pénalités de plus en 6 matchs. C'est énorme, quoi. Très bien, messieurs. Vous pensez qu'on a fait le tour pour cette première journée ? Si vous le dites. Oui, je dis souvent des choses définitives, comme ça. Mais écoutez, merci. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Thomas Perotto, Aurélien Bouisset. Merci à Roland Richard pour la technique, la préparation, pour tout. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.